Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en ce dimanche 30 mai, jour de la fête des mères. Alors, cette conférence a pour objet l'égalité et l'économie. Elle est labellisée Génération Égalité Voice et ONU Femmes et préparée par Égalité Ensemble. Je remercie tous les participantes et les participants qui sont présents. Donc Marie-Pierre Rixin qui arrivera tout à l'heure, qui est présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, Roland Lescure qui est présent, qui est député, qui est président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Sophie Ibora qui est membre du Haut Conseil à l'égalité, Isabelle Pélisson qui est économiste et normalienne, et Nathalie de Courcy, qui est membre du CA d'Égalité Ensemble, ainsi que moi-même, qui suis présidente d'Égalité Ensemble. Donc, nous allons aborder un certain nombre de questions. La première était normalement pour Marie-Pierre Rixin, donc je vais vous indiquer simplement les grands thèmes que nous allons aborder et nous commencerons donc par la question suivante. Donc, l'égalité professionnelle et l'économie, la relance Covid, mettre fin à la discrimination et aux stéréotypes de genre dans les parcours professionnels, mettre en place des impôts et des dépenses publiques favorisant l'égalité femmes-hommes tout au long de la vie, et puis enfin, nous prendrons les questions du public. Donc, la première question s'adresse à Roland Lescure. Les femmes sont moins payées que les hommes, 9% de façon inexpliquée, mais les chiffres en fait sont pires. Les entreprises auraient-elles un intérêt économique à la discrimination femmes-hommes? Merci. D'abord, merci à toi, Juliette, d'avoir organisé ce panel, cette conférence, mais surtout, merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour cette grande cause du quinquennat au sein de ton association avec Nathalie et beaucoup d'autres. Bonne fête à toutes les mamans, celles qui sont en ligne, la mienne et celle de mes enfants, évidemment. Et puis, pour répondre très directement à ta question, non, il n'y a aucune raison. Aucune. D'abord, mécaniquement, se priver du talent de tout ou partie de 50%, même un peu plus de la population, ça n'a évidemment aucun intérêt. Pour plein de raisons historiques, culturelles, sociales, personnelles, les femmes ont en général tendance à se comporter différemment dans les réunions de travail que les hommes, et donc un peu de diversité ne nuit pas. Et donc, il n'y a évidemment aucune raison que les femmes soient sous-représentées dans les équipes dirigeantes des entreprises. Ça, c'est une raison pour laquelle elles sont moins payées. Tu l'as dit, on est encore à 10%. En fait, on n'est pas moins de 20% quand on tient compte de tout. Mais quand on essaye de corriger pour les âges, les responsabilités, on est encore à pas loin de 10% d'écart de rémunération à responsabilité identique. Et ça non plus, il n'y a aucune raison que ça prévale. Donc, depuis maintenant presque 4 ans qu'on est au gouvernement, aux manettes, on a mis en place un certain nombre de mesures pour pousser à une meilleure égalité, notamment des rémunérations, mais Marie-Pierre reviendra, pas seulement, aussi pour les responsabilités. Vous le savez sans doute toutes et tous, la première loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, elle a plus de 40 ans, en 40 ans, 1981-1982. Et ça faisait 40 ans que malgré une loi qui indiquait que les salaires devaient être identiques à responsabilité identique entre femmes et hommes, pas grand-chose n'était fait. On a mis en place l'index d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, on y reviendra sans doute tout à l'heure. On a mis en place des amendes pour les entreprises qui ne le respectent pas. On a aussi mis en place pas mal de mesures au sein de l'État employeur, l'État actionnaire, l'État investisseur, on y reviendra sans doute aussi. Bref, on n'a pas ménagé nos efforts, mais il faut continuer. Et donc, ce type de conférence, évidemment, permet de le faire. Donc, merci encore de l'avoir organisé. Merci beaucoup. Est-ce qu'une personne veut ajouter quelque chose sur cette question? Sinon, je passe à la suivante. Alors, quelle est la première cause d'inégalité femmes-hommes dans les parcours professionnels? Cette question est pour Sophie Ibora. Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous ce matin et je fais comme Roland, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et les félicite pour tout ce qu'elles font au quotidien.
où elles arrivent à accumuler énormément de choses. Et donc, voilà, et j'en profite aussi pour embrasser la mienne. La première cause, pour moi, c'est un peu au sens propre comme au sens figuré. C'est ce que j'appelle en fait le pack éducation, orientation, formation. Pour moi, c'est la première d'abord dans le temps parce que c'est la source, selon moi, de toutes les autres causes qui démultiplient les conséquences négatives dans le parcours professionnel des femmes. L'éducation parce que tout petit, déjà, au moment de la sociabilisation des plus jeunes, eh bien, on a une sociabilisation encore qui est différenciée entre les petites filles et puis les petits garçons. On n'attend pas les mêmes choses, les petites filles et les petits garçons. On ne les prépare pas, selon moi, à certaines choses, à être, par exemple, des leaders, à créer des entreprises, à vouloir entreprendre, à vouloir s'engager. Donc, on ne les traite pas et on ne les éduque pas de la même façon. L'orientation aussi, parce que dans le parcours scolaire, un petit peu plus tard, aujourd'hui encore, selon moi, on a une orientation qui est encore sexuée, avec toujours la même assignation des jeunes filles plutôt vers des filières littéraires, de langue, des arts, etc. Et puis les garçons plutôt techniques, scientifiques. Donc là aussi, il y a une différenciation. Et puis enfin, la formation, et d'autant plus dans la formation professionnelle, quand on réoriente les jeunes filles et les jeunes garçons à peu près au moment de la troisième, et qu'on les oriente vers des filières professionnelles, ben là aussi, on se retrouve avec des choses très genrées, avec les jeunes filles plutôt en esthétique, en médico-social, que sais-je, et puis les garçons, encore une fois, en technique, en mécanique, plomberie, que sais-je. Alors au-delà de ça, il y a quand même d'autres causes et je pense qu'il faut peut-être les balayer. Elles sont nombreuses. On a évidemment le poids des stéréotypes partout, en famille, dans la rue, au travail, voilà, qui font le mauvais job. Pour moi, il y a la ségrégation aussi du marché de l'emploi, ce qui est une cause et conséquence du PAC dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une ségrégation à la fois horizontale parce que les femmes n'exercent pas dans les mêmes secteurs d'activité et n'occupent pas les mêmes postes et professions, et puis verticale aussi parce que l'emploi des femmes reste très concentré sur quelques professions dites féminines. Et donc, la conséquence, c'est que ces professions sont moins valorisées, elles sont moins payées, elles ont moins de perspectives de carrière, et voilà. Bon, ensuite, il y a évidemment la maternité, hein, et moi, je dirais même mieux vers la suspicion de maternité, la suspicion de grossesse qui est discriminante pour les femmes. Elles sont perçues toujours comme des mères actuelles ou des mères potentielles, en gros désireuses de quitter le marché du travail. Donc oui, c'est vrai, certains employeurs, et ils sont encore nombreux, hésitent à embaucher, à former et à promouvoir des candidates en âge d'avoir des enfants. Ensuite, il y a la répartition inégale des tâches domestiques et familiales. La majorité des inégalités pro, on le sait, hein, elles prennent racine dans le hors-travail finalement. On croit souvent que c'est dans l'entreprise. Et souvent, on stigmatise l'entreprise en le tenant responsable. Mais non, il y a aussi ce hors-travail, c'est la fameuse double journée. L'activité des femmes, elle est encore sensible, et même très sensible, à la situation familiale, selon qu'on soit mère célibataire, qu'on ait un enfant, qu'on en ait 4. Bon, on n'a pas les mêmes chances. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la moitié des mères de jeunes enfants travaillent à plein temps. Voilà, ça, il faut le savoir. Et enfin, je terminerai par là, quand même, l'organisation du travail, telle qu'on la connaît. Alors, même si on assiste à des changements après cette crise du Covid, avec le télétravail, etc., les entreprises sont en train de revoir leur organisation. On est quand même dans une société où on croit qu'il faut passer des heures et des heures au boulot pour être efficace. Et donc, l'organisation des entreprises n'est pas super enclin à favoriser une harmonisation entre la vie pro et la vie perso. Donc, c'est tout ça, toutes ces causes qui s'entremêlent ensemble et qui déclenchent les conséquences que l'on connaît, qui font que c'est effectivement encore beaucoup plus difficile d'avoir un parcours professionnel rempli pour les femmes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais poser du coup la première question que je n'ai pas posée à Marie-Pierre Rixin qui nous a rejoint. Bienvenue Marie-Pierre. Merci d'être là
un dimanche à 11 heures et bonne fête des mères. Je te pose donc la question suivante. Les dernières lois discriminatoires en économie entre hommes et femmes datent du XXe siècle. Encore récemment, une loi d'émancipation économique des femmes a été passée, portée par vous. Pourquoi les femmes ont-elles encore besoin d'émancipation d'un point de vue économique? Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous. Salut Roland, Nathalie, Sophie et Juliette et tous les participants qui sont là effectivement un dimanche matin pour échanger d'un sujet qui nous tient à toutes et à tous très à cœur. Alors, d'abord, dire une chose, c'est qu'en effet, tous les groupes de l'Assemblée ont voté la proposition de loi que j'avais proposée à mes collègues, mais donc elle n'est pas encore adoptée. Hein. C'est un premier vote à l'Assemblée nationale et je sais que bientôt les sénateurs pourront également examiner ce texte. Et il ne s'agit pas, donc, pour répondre à ta question, il ne s'agit pas d'un texte lié à l'émancipation économique. Il s'agit d'un texte qui vise à accélérer l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Parce qu'en effet, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce terme d'émancipation. Et moi, je considère que les femmes sont déjà émancipées sur le plan économique. Et pas seulement sur le plan économique, d'ailleurs, sur le plan civique, personnel, etc. Malgré tout, il y a encore un certain nombre d'éléments qui font qu'il n'y a pas, malgré en tout cas cet accélérateur d'émancipation qu'il y a pu y avoir notamment au XXe siècle, tu as raison, et de nombreux textes, et je pense notamment à la fameuse loi de 1965, qui est vraiment pour moi une loi d'émancipation puisqu'elle a permis aux femmes de pouvoir ouvrir un compte en banque et travailler évidemment sans l'autorisation de leur mari. Donc là, pour le coup, c'était une vraie loi d'émancipation. Or, malgré tout cela, il y a toujours, comme je crois Sophie l'a également rappelé, 25% d'inégalité de revenus entre les femmes et les hommes. Salaire, retraite c'est 40%, mais voilà, on a encore ces 25% d'inégalité économique. Et donc, moi, ce que j'ai souhaité, c'est regarder en fait tous les leviers qui pouvaient être mis à la disposition du législateur et qui permettaient d'accélérer cette égalité économique. Je dis d'accélérer parce que je ne crois pas, avec beaucoup d'humilité, qu'à travers un seul texte, on va pouvoir pallier 2000 ans d'inégalité économique entre les femmes et les hommes. Donc, il s'agit aujourd'hui de regarder quels sont ces différents points. Donc, pour répondre à ta question, on a eu besoin de ce texte parce qu'il y avait encore un certain nombre de facteurs qui faisaient notamment, par exemple, qu'il était encore possible que des revenus du salaire du travail ou des prestations sociales puissent être versés sur un compte dont la personne n'était pas co-titulaire. Il était encore possible pour des femmes qui n'avaient pas, qui étaient en congé parental notamment, et qui n'avaient pas de congé formation de compte personnel de formation, eh bien, de ne pas pouvoir se former. Et donc ça, il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution pour que les femmes, notamment qui sont en situation de monoparentalité, eh bien, puissent trouver une garde à leurs enfants de manière prioritaire. Donc voilà, c'est tous ces petits trous dans la raquette accumulés les uns aux autres qui faisaient qu'aujourd'hui, on a encore des difficultés à résorber ces inégalités économiques. Et ce qui, en effet, également fait qu'on a du mal à résorber ces inégalités économiques. Et là, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Sophie parce que c'est exactement ce qu'elle a dit là. C'est à la fois le sujet de la verticalité des inégalités économiques, c'est-à-dire le fait qu'il existe encore un plafond de verre, que par ailleurs, les jeunes filles et les jeunes femmes s'orientent moins vers des secteurs qui sont aujourd'hui les plus valorisés sur le marché de l'emploi, sur le plan économique, parce qu'il y a encore un certain nombre de stéréotypes qui sont très prégnants, et puis que les femmes ont moins accès aux ressources de financement de leur entreprise. Donc, tout cela mis à bout fait que c'était des trous dans la raquette qu'on a pu identifier, des manques sur le plan économique et qui, je crois, une fois actés, permettrait d'accélérer cette égalité économique et professionnelle. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question suivante. Merci pour toutes ces précisions. Donc, le PIB, produit intérieur brut, prend-il réellement en compte la valeur du travail des femmes? Combien la société gagnerait en termes d'impôts et de PIB si l'égalité femmes-hommes était
effective. Et c'est notre question pour Isabelle Pélisson. Il faut activer ton micro. Voilà, j'ai réussi à activer mon micro. Merci, merci Juliette pour m'avoir invitée sur ce webinaire. Je vais tenter de répondre un petit peu à cette question. Et tout d'abord, je voudrais effectivement corroborer ce que disait Roland Lescure tout à l'heure sur l'économie et l'efficacité effectivement de recruter davantage de femmes, de ne pas se priver de potentiel. Et économiquement, on sait que c'est effectivement vérifié. À partir du moment où on limite les discriminations, eh bien, on a une productivité qui est meilleure, on a des résultats en termes chiffrés, hein, vraiment dans les entreprises qui sont meilleurs. Donc, il n'y a strictement aucun intérêt économique, effectivement, à se priver de ces talents-là. Et aussi, dans le sens de ce que disait Sophie Ibora tout à l'heure, sur les inégalités professionnelles, on voit aussi que parfois, les jeunes femmes se retrouvent en difficulté lorsqu'il y a des postes qui peuvent amener à des tâches de management et d'autorité. Donc, par exemple, ce n'est pas qu'elles ne vont pas s'orienter vers les sciences, mais elles vont s'orienter vers les sciences du vivant, mais toute la partie technologique, ça va leur échapper. Et beaucoup de postes où on pressent qu'elles devraient devenir des managers, on leur dit ce n'est pas pour toi parce que tu es une fille, et les hommes ne se laisseront pas comment dire, commander, si le terme peut être utilisé, par une femme. Et ça, c'est ce que nous disent les jeunes femmes en école d'ingénieur. J'en ai régulièrement sur des sections BTP, par exemple, où c'est vraiment le parcours du combattant pour une jeune femme pour pouvoir devenir conductrice de travaux ou des choses comme ça, parce qu'on met en doute foncièrement leur capacité à manager des équipes. Et ça, je crois que c'est important, toute cette relation à l'autorité, à la technologie et à l'autorité. Ce sont vraiment les deux points qui, en tant que vraiment de personne qui suis régulièrement dans les écoles d'ingénieurs, vraiment je vois ces deux points-là qui sont les points de blocage. Voilà. Pour revenir sur le PIB, qui était ta question, il y avait plusieurs questions d'ailleurs dans cette question. La première partie, le PIB prend-il réellement en compte le travail des femmes? Alors, certainement pas, puisque déjà, le travail domestique, qui représente une partie importante, comme on disait tout à l'heure, des tâches des femmes, le PIB ne prend pas en compte le travail domestique. Donc, le PIB, il faut bien comprendre que c'est un outil économique, certes très utile, massivement utilisé, international, mais c'est quelque chose qui finalement date du milieu du XXe siècle, comme outil. Donc on voit que c'est quand même avant l'émancipation des femmes qui est plutôt intervenue sur le dernier quart du XXe siècle. Donc toute notre organisation, comme on le signalait tout à l'heure aussi, l'organisation du travail qui était faite sur un plan, sur un calque industriel, vraiment date de cette époque où on ne questionnait pas vraiment ce rapport de la femme au travail. Donc d'ailleurs, en économie, l'unité économique, c'est pas l'individu, c'est le foyer. Et c'est la même chose pour la fiscalité. Donc actuellement, je dirais qu'on est dans une période de friction, parce que si on veut vraiment obtenir une égalité économique entre les hommes et les femmes, il faudrait considérer des individualités. Et or, actuellement, notre système économique d'évaluation, la cellule, c'est le foyer, et pour la cellule fiscale, c'est le foyer aussi. Alors à chaque fois, on est en friction là-dedans. Donc, quelque part, il y a des blocages dans nos institutions, dans notre façon de piloter les choses. Donc, le travail domestique, eh bien, il était considéré comme quelque chose qui allait de soi, qui était fait par les femmes, au service de la famille, au service du foyer. C'était quelque chose de naturel dans les années 50. Et c'est pour ça que ce que l'on comptabilisait, c'était vraiment la production, au sens de production industrielle, production des services. On a adjoint après des évaluations sur les services non marchands comme l'éducation, etc. Alors moi, quand j'étais étudiante, on apprenait déjà à l'école que finalement, le travail domestique n'était pas évalué, alors que le salaire, par exemple, de l'employé de maison, lui, il est évalué, il va rentrer dans le PIB. Donc, la petite blague qui circulait, c'était si vous voulez faire baisser le PIB, vous épousez votre femme de ménage. Voilà, c'est juste le petit truc qui marque les esprits, mais en fait, c'est la réalité. Hein. Donc, si vous le faites à titre professionnel, c'est évalué. Si vous le faites à titre
personnel au sein de votre foyer, c'est pas évalué. Donc, on voit bien tout de suite qu'il y a une distorsion qui se crée dans les mesures, puisqu'il y a 2 poids et 2 mesures. Donc, quelque part, ça va entacher les décisions des agents. C'est là que c'est important, c'est que ça va entacher de toute façon les décisions des femmes, puisqu'à partir du moment où on va vouloir aller travailler, il faudra faire garder les enfants, et on passe ça coûte 0 dans le foyer, à logiquement, ça va me coûter quelque chose et ça va pénaliser la famille. Donc, c'est culpabilisant et économiquement très déstabilisant. Comment s'y retrouver là-dedans? Et puis, le gros problème également, c'est que ce travail domestique, il est invisible, certes, mais il n'est pas égalitaire, comme on le sait, évidemment. C'est un travail qui pèse plus sur les femmes, plus sur les hommes. Alors, les estimations, c'est de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers du travail qui serait fait par les femmes et 1 tiers environ par les hommes, d'après des chiffres qui datent de 2015, de l'INSEE. On a également une estimation en nombre d'heures qui serait à peu près de 35 heures par semaine de travail domestique pour les femmes et à peu près 1h30 par jour de différentiel entre les hommes et les femmes au niveau du travail domestique. Alors, ça pose des problèmes de définition, puisque c'est invisible. Donc, bien entendu, il n'y a pas vraiment de définition, on a du mal à borner. Qu'est-ce que le travail domestique? Est-ce que le jardinage en fait partie? Alors, dans le jardinage, il faut exclure la partie qui est l'autoproduction parce qu'elle est comptabilisée ou évaluée, alors que d'autres ne le sont pas. Donc, monsieur vidange sa voiture, je prends une caricature, bien sûr, eh bien, c'est estimé dans le PIB. Si vous faites de la production de tomates, je crois que oui également, mais par contre, si vous transportez les enfants ou si vous cultivez vos rosiers, ça ne le sera pas. D'accord? Donc, vous avez tout un champ qui est invisible, avec un gros différentiel donc, sur ce travail des femmes. Donc, bien sûr, ça crée beaucoup de distorsions dans notre façon d'approcher les choses et de considérer le travail des femmes. Donc, du coup, les conséquences, c'est que quand on veut rééquilibrer les choses au moment de la retraite ou au moment des séparations, lorsque par exemple une femme qui n'a pas travaillé et son mari était celui qui subvenait aux besoins, on imagine une séparation, à ce moment-là, que se passe-t-il? On va faire une espèce de péréquation, on va essayer de rééquilibrer les choses pour faire une prestation compensatoire, mais qui ne va pas être évaluée véritablement sur le travail de la femme, mais plutôt sur l'apport financier de l'homme, la contribution financière de l'homme. Donc finalement, ce n'est pas la vraie valeur du travail de la femme qui est considérée dans cet aspect-là. Donc le fait d'invisibiliser ce travail dans le PIB, je pense quand même que ça nous prive d'une réflexion et de beaucoup de justice dans effectivement qui fait quoi, qui crée de la valeur et qu'est-ce que la valeur. Qu'est-ce que la valeur? Merci. Alors, il faudrait être très, très bref, du coup, sur la deuxième partie de la question. Alors, attention, il ne faut s'exprimer que 3 minutes par question. Alors, je vais être très brève. Alors, du coup, juste combien la société gagnerait en termes d'impôts et de PIB si l'égalité femmes-hommes était effective? Alors, ce travail-là, il a déjà été réalisé par un rapport de France Stratégie qui date de 2016, qui est un rapport qui ne scindait pas exactement que la question des femmes et des hommes, mais l'ensemble des discriminations. Et donc, ce rapport établissait sur une fourchette de 7 à 14% environ sur le manque à gagner en termes de PIB sur les discriminations. Donc, même en considérant que toutes les discriminations ne sont pas discrimination homme-femme, mais aussi, parce qu'il y a 25 critères de discrimination au total qui sont déterminés, on peut tabler quand même sur un minimum de 6, 7, 8, 9%, c'est ce qui se dit actuellement dans les études qui sont menées. C'est un manque à gagner qui est énorme, de l'ordre de 300 milliards d'euros. C'est ça, voilà. Donc, 300 milliards d'euros perdus, 7% au moins de PIB pour l'économie française. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Alors que les femmes sont souvent les plus diplômées, très peu d'entre elles finissent par diriger une entreprise du CAC 40. Comment expliquer cela? Comment favoriser la fin du plafond de verre dans la direction des entreprises? Les quotas sont-ils la seule solution? La question est pour Marie-Pierre Rixin. Merci Juliette. Eh bien, il s'avère qu'effectivement, probablement, que en tout cas, la première étape, c'est les quotas. Vous savez que la loi Copé-Zimmermann, qui a été votée il y a 10 ans,
a permis en fait aux femmes d'être aujourd'hui présentes, les femmes françaises d'être présentes à 46% dans les conseils d'administration, faisant de la France le fleuron européen et le deuxième au monde. Sur ce plan, et sans les quotas, probablement, même certainement, nous n'y serions jamais arrivés. Même si les difficultés au départ, les objections étaient les mêmes que celles que l'on a aujourd'hui sur les instances de direction, qui étaient on ne trouvera pas de femmes, ça va trop bouleverser le fonctionnement des entreprises, etc. Alors oui, ça a bouleversé le fonctionnement des conseils d'administration, parce que la féminisation s'est accompagnée d'une professionnalisation. Parce qu'en effet, des femmes compétentes, il y en avait, mais il fallait les trouver. C'est-à-dire que les conseils d'administration étaient moins formés par un entre-soi masculin et une cooptation personnelle. Donc, les entreprises ont eu recours à des chasseurs de tête, et ces chasseurs de tête sont allés chercher des compétences. Et donc, ça a permis une professionnalisation de ces conseils d'administration. Et chacun aujourd'hui s'accorde à dire qu'évidemment, les conseils d'administration des entreprises fonctionnent bien mieux, notamment avec une expertise qui n'était pas forcément toujours en tout cas celle qui est proposée aujourd'hui par les conseils d'administration, et toutes les entreprises, je crois, en seront plutôt satisfaites. Donc, concernant la direction des entreprises, les COMEX et les CODIR, où nous sommes aujourd'hui à 18% de femmes en moyenne, eh bien, la progression est infime d'année en année. Et alors, en moyenne, en gros, il faudrait attendre à peu près 50 ans pour que nous ayons une parité ou une meilleure égalité dans les CODIR et les COMEX, ce qui évidemment n'est pas du tout satisfaisant. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en fait, il y a des entreprises qui jouent très bien le jeu. Donc, on a des entreprises, par exemple, qui ont 30 à 36% de femmes dans leur CODIR ou leur COMEX, et des entreprises qui ne sont pas nécessairement de secteurs dits entre guillemets féminisés. Je pense notamment à l'industrie, par exemple. On a des entreprises, par exemple, comme Plastic Omnium, qui a 36% de femmes dans son COMEX. Et à l'inverse, on a 3 grosses entreprises qui en ont 0. Ou alors, on a également des groupes qui sont de secteurs équivalents. Je pense par exemple au luxe, où on va avoir un groupe qui sera à 15% et l'autre qui sera à 36%. Donc, on voit finalement que la présence des femmes dans les CODIR et les COMEX, elle est moins liée au secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on a des secteurs qui ne sont pas nécessairement les plus féminisés dans leurs équipes, mais qui ont féminisé leurs instances de direction. Parce qu'il y a également, on le voit sur certains groupes, une volonté véritablement très inclusive sur la présence des femmes dans l'entreprise, puis probablement aussi, j'ai raté le début de son intervention, mais visiblement, Roland a rappelé à quel point c'était un facteur de performance pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des secteurs qui sont confrontés à des difficultés de recrutement. Et donc, le recrutement et les talents dans l'entreprise, c'est un enjeu de performance pour les entreprises. Et donc, élargir les talents, c'est également un moyen d'avoir davantage de performance et de bénéfices. Or, pour élargir les talents et notamment faire venir des jeunes femmes, il faut qu'elles sachent, comme le dit Chiara Corazza, qu'elles peuvent, ce ne sera pas automatique, mais qu'elles peuvent, comme les hommes, avoir une place au soleil. Je reprends son expression, c'est-à-dire une place également dans les instances de direction autour de la table des COMEX et des CODIR. Et si, évidemment, ces jeunes femmes vont regarder les chiffres, et si les chiffres sont trop mauvais, évidemment, elles vont, et là, c'est là où on entretient toujours le même cercle, aller vers des secteurs ou dans des entreprises qui joueront davantage le jeu. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est évidemment un facteur c'est un enjeu qui est déterminant. Et pour conclure, parce qu'on n'a que 3 minutes, moi, ce que je souhaite dire, c'est que la loi sur laquelle nous travaillons actuellement, elle vise notamment à contraindre les femmes, les entreprises à inclure des femmes, en tout cas les entreprises qui pourraient atteindre ces chiffres-là et ces objectifs et ces quotas. C'est-à-dire que les entreprises qui ne pourraient pas, pour diverses raisons, parce qu'une entreprise, c'est un organisme vivant qui vit aussi, donc une entreprise peut connaître des difficultés, peut avoir des difficultés de recrutement dans son vivier géographique, si c'est une entreprise qui est très éloignée, par exemple, ou dans une région qui est enclavée géographiquement. Bon, on peut avoir comme ça des raisons.
Et donc là, l'autorité administrative, l'inspecteur du travail, prendra en compte le fait que l'entreprise ne peut pas les atteindre. En revanche, on a des entreprises aujourd'hui qui pourraient, mais qui ne le font pas. Et ça n'est plus du tout admissible. Et vous avez vu que cette semaine, pour conclure, Olivia Grégoire a demandé notamment aux entreprises de publier leurs indices ESG. Et pourquoi ? Parce que c'est un indice qui est extrêmement regardé par les investisseurs en particulier et les talents. Et donc, on sait à quel point aujourd'hui, eh bien, ces données-là seront déterminantes pour les entreprises, à la fois sur leur recrutement et leur investissement. Donc, au final, les exigences ne sont pas très importantes puisque les 30% en 2027, une grosse partie des entreprises vont pouvoir les atteindre très facilement, voire les atteignent déjà. Et les 40%, effectivement, ça va demander un petit effort supplémentaire, mais on sait à quel point eh bien, cela sera déterminant pour la performance des entreprises. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. L'index d'égalité professionnelle doit-il être affiné? Et cette question est pour Roland Lescure. Merci. Alors, je vais peut-être rappeler rapidement ce que c'est l'index en question. On l'appelle l'index Pénicaud, puisque c'était Muriel Pénicaud qui était ministre du Travail à l'époque où il a été à la fois élaboré et voté, puisqu'il fait l'objet d'un amendement, enfin d'un article dans la loi sur la formation professionnelle qui oblige les entreprises à publier cet indice et qui pourrait même à terme conduire à des amendes pour les entreprises qui seraient mal notées au vu de cet indice. Donc cet indice, il vise en fait à mesurer un peu tout ce dont on parle depuis une bonne demi-heure. Donc d'abord, donc c'est sur 100, il y a 40%, donc la plus grosse partie, puisque c'est 5 indicateurs qui composent cet indice, qui mesurent, j'allais dire, tout simplement les écarts de rémunération à structure inchangée. C'est-à-dire on corrige pour l'âge, on corrige pour les responsabilités et on compare les salaires entre les femmes et les hommes. Ensuite, il y a 4 autres indices qui correspondent à des raisons qui ont été mentionnées tout à l'heure, pour lesquelles les rémunérations sont moins importantes pour les femmes que pour les hommes. La première, c'est que quand vous êtes promu, en général, et la promotion, c'est une bonne manière d'augmenter son salaire, on sait que quand on est dans une entreprise, en fait, la seule manière d'augmenter de manière significative son salaire, c'est d'être promu. Ou alors, l'autre, c'est de changer de boîte. Et donc, on regarde si, au moment des promotions, les femmes sont autant augmentées que les hommes. Si ce n'est pas le cas, boum, ça dégrade la note. Ça, c'est un indicateur qui est sur 20 points. L'autre facteur, évidemment, de rémunération inférieure, c'est le fait qu'il y a moins de promotions pour les femmes que pour les hommes. Ça, c'est encore 20 points. Donc, est-ce qu'il y a à peu près autant de promotions pour les femmes et pour les hommes? Et ça, c'est très important parce qu'à la fois pour demander une promotion et pour demander une augmentation à l'occasion d'une promotion, on sait qu'en général, les femmes ont moins tendance à s'affirmer. Alors, en général, quand on dit ça, on dit elles ont qu'à s'affirmer davantage. Non, la réalité, c'est que l'entreprise, les cadres dirigeants, les comités de management, quand ils examinent les promotions, ils doivent intégrer ces biais dits inconscients qui font que les hommes, en général, ont tendance à se bomber le torse et les femmes un peu moins. Donc ça, c'est les 2 indicateurs importants qui ont chacun 20 points. Non, pardon, les augmentations au niveau des promotions, c'est 20. L'écart de taux de promotion, c'est 15. L'autre point, évidemment, c'est la discrimination, j'allais dire objective par excellence, qui est le congé de maternité, qui font qu'en général, quand les femmes rentrent de congé maternité, elles n'ont pas un rattrapage salarial qui est évidemment tout à fait légitime et qui devrait avoir lieu. Donc ça, c'est un indicateur qui est mesuré sur 15 points. Le dernier indicateur, Marie-Pierre l'a mentionné dans le cadre de sa loi, c'est le fait qu'en général, il y a moins de femmes dans les cadres dirigeants qu'il n'y a d'hommes. Et donc, sur 10 points, une entreprise qui a au moins 4 femmes sur 10 dans les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise a 10 points en plus. Voilà, donc cet indicateur, il est mesuré, il est publié pour les grandes entreprises. Il est un peu différent pour les entreprises de 50 à 250 salariés que pour celles au-dessus de 250. Est-ce qu'il doit évoluer? Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui non, parce qu'on vient de créer le thermomètre et je suis toujours un peu méfiant quand on change de thermomètre année après année, parce que ça ne permet pas d'évaluer bien l'évolution dans la durée. Ce qu'on a fait à l'occasion du plan de relance, c'est qu'on a obligé des entreprises qui bénéficient d'aides publiques à donner plus de détails sur cet indicateur. Parce qu'aujourd'hui, il est uniquement publié dans son ensemble. Donc, vous ne savez pas, une entreprise qui a une mauvaise note, si c'est parce qu'elle
des avantages, les congés maternité, les promotions ou autres. Donc, on a obligé les entreprises qui bénéficient d'aides publiques à faire une espèce d'égale conditionnalité en les obligeant à publier les indicateurs, les sous-indicateurs. Évidemment, cet indicateur n'est pas parfait. Il a fait l'objet d'un énorme travail pour le mettre en place. Moi, j'aurais tendance à dire, vivons avec, laissons-le vivre 3-5 ans, et ensuite, on pourra l'évaluer et revenir dessus si c'est nécessaire. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé d'amende. Bon, désolée, hein, je pose une question un peu plus précise. Quand, quoi, comment, enfin quand? Parce que c'est sûr que quand on a des indicateurs, bon, si on a une mauvaise note, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis, autre point, vous parlez d'une sorte d'égal conditionnalité. Est-ce qu'on peut imaginer que les marchés publics soient mais vraiment interdits aux entreprises qui n'ont pas une bonne note? Alors, moi, je ne suis pas pour l'interdiction en général, je suis plutôt pour l'incitation. Donc, il faut plutôt réfléchir sur les marchés publics, sur toute une série de critères, à la manière dont ce qu'on appelle le name and shame peut être utile. Donc, aujourd'hui, cet indicateur, il est publié de manière systématique, les entreprises doivent le publier, et ça commence, moi je le sais, pour parler régulièrement à des DRH dans les entreprises, à avoir un impact sur la politique de promotion, de recrutement, de rémunération de femmes dans ces entreprises. Donc moi, j'aurais tendance, et Marie-Pierre pourrait y revenir, dans le cadre de sa loi, c'est un peu la même philosophie qu'elle a intégrée, à dire dans un premier temps, on incite, on publie, on communique, et ça doit faire l'essentiel du boulot. Il y a toujours le wagon de queue, et sur toutes les mesures progressistes, c'est le cas. Donc, je pense qu'il faut une espèce de voiture-balai qui fasse l'objet de sanctions. Marie-Pierre y reviendra tout à l'heure. On l'a mis en place aussi dans le cadre de l'index. Alors, je dois avouer que je n'ai plus la date exacte de la mise en place de sanctions. Donc, ça, je pourrais vous revenir dessus si vous le souhaitez. Mais moi, je suis convaincu, pour le voir de manière très concrète aujourd'hui, que commencer par le name and shame, ça permet de rattraper 30 ou 40% des 50% qui sont aujourd'hui en retard. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant au point suivant, qui est donc la relance à la suite de la crise du coronavirus. En quoi la crise du coronavirus marque-t-elle une atteinte à l'égalité femmes-hommes d'un point de vue économique et social? Cette question est pour Nathalie de Courcy. Merci Juliette. Oui, on l'a vu, hein, cette crise, les femmes ont été énormément éprouvées pendant cette crise sanitaire, soit parce qu'elles travaillaient en première ligne dans les hôpitaux, dans les supermarchés, soit parce qu'elles menaient de front télétravail, école à la maison, tâches domestiques, tâches parentales. Voilà, donc elles ont été certainement largement et plus durement touchées par cette crise que les hommes. Non seulement, en plus, les différents confinements, on a vu que non seulement ils n'ont pas permis, comme on aurait pu l'espérer, un rééquilibrage des tâches avec les hommes, mais pire encore, ils ont encore alourdi la charge mentale des femmes, et notamment celle des mères isolées, je voudrais le rappeler, les conduisant vers un épuisement silencieux, les obligeant parfois à des arrêts de travail. Et donc, de facto, la situation professionnelle des femmes s'est largement dégradée, tandis que les hommes, qui étaient certainement moins confrontés à ces contraintes personnelles, n'ont pas vu de frein à leur avancement de carrière. Donc, je crois qu'aujourd'hui, même si le plan de relance semble moins favoriser les secteurs largement féminisés, il faut se dire que ce recul, il n'est pas inéluctable, même si on parle de 36 ans supplémentaires à cause de cette crise pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, mais ce n'est pas inéluctable. Mais pour ça, il faut que le véritable enjeu de ce plan de relance, ça soit également de prendre en considération la situation des femmes et d'imaginer des réponses avec elles, dans un souci de démocratie, mais également d'efficacité. Il faut vraiment qu'on soit dans une logique de co-construction. Donc, je dirais oui, cette crise, en fait, il faut finalement en tirer des leçons pour lutter encore plus ardemment contre les inégalités de genre et puis finalement profiter de cette relance pour faire avancer les femmes. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de métiers dits d'avenir sont à dominance masculine, en particulier dans le secteur du numérique ou de la transition écologique. Pourquoi les femmes semblent particulièrement absentes de ces professions alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde? Cette question est pour Roland Lescure.
Alors d'abord, j'en profite puisque j'ai une super collaboratrice, Maïna, qui m'a envoyé le détail de la disposition à laquelle je n'avais pas la réponse tout à l'heure. Donc, pour les entreprises qui auront moins de 75 sur 100 pour la note à l'index Pénicaud, elles ont 3 ans pour redresser la barre et au bout de 3 ans, elles auront des sanctions. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes sont moins présentes, et Isabelle l'a dit tout à l'heure, dans les métiers de haute technologie, dans les métiers d'ingénierie. On a d'abord des enjeux de rôle modèle. Moi, j'adore une PDG, si je puis m'exprimer ainsi, la PDG de Solvay, qui s'appelle Ilham Kadri, qui est une très grande entreprise chimique mondiale basée en Belgique, mais qui a beaucoup d'activités en France, qui travaille beaucoup sur ces sujets et qui notamment personnifie en fait le fait qu'une femme peut très très bien réussir dans un métier traditionnellement identifié pour les hommes. Il faut évidemment commencer, ça a été dit par Sophie, à la petite enfance, continuer à l'école, continuer évidemment à l'enseignement supérieur et continuer au sein de l'entreprise. Il y a une chercheuse que j'adore qui s'appelle Aurélie Jean, que vous connaissez sans doute, qui est en Californie, qui a écrit un papier dans le point que je vous engage à lire, qui dit Tech, attirer les femmes, c'est bien, les retenir, c'est mieux. En fait, c'est tout au long du parcours qu'il faut mettre le paquet. Alors, on a fait quelques efforts déjà dans le cadre notamment de la loi de la programmation de la recherche, où on a mis en place un certain nombre de mesures, à la fois pour mieux informer, donc une campagne d'information sur les métiers scientifiques à destination des filles, si je puis dire, développement du Montera, objectif de parité dans le cadre de la création de chaires de professeurs juniors, évaluation de la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité femmes-hommes dans les établissements contribuant au service public, et obligation pour les présidents d'université de présenter chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité femmes-hommes. Il faut mettre en place des rôles modèles. Donc, on a, grâce à Frédéric Vidal, créé ce qu'on appelle le prix Irène Joliot-Curie, qui permet de mettre en avant des femmes scientifiques qui ont du succès. Il faut évidemment aussi aider les femmes à lutter contre ce qu'on appelle l'autocensure, avec le soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche aux associations. Il y a beaucoup d'associations, évidemment Égalité Ensemble, mais aussi d'autres, qui sensibilisent, notamment dans les classes, le mentorat, etc., pour faire en sorte que l'autocensure disparaisse. Dans les métiers technologiques, dans les métiers d'ingénierie, il y a tous les biais dont on a parlé jusqu'à présent qui sont encore plus présents, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et donc, moi, pour avoir travaillé dans l'entreprise pendant 25 ans avant de devenir député, on avait mis en place énormément de formations à l'intérieur des entreprises sur tous les biais inconscients liés à la diversité. Donc, le fait que quand on est dans une réunion, les femmes en général sont plus interrompues que les hommes. Le fait, je le disais tout à l'heure, que quand on demande une promotion, les hommes ont tendance à vous faire rêver en couleur sur tout ce qu'ils sont capables de faire dans l'avenir, alors que les femmes, qui sont plus objectives, ont souvent tendance à plutôt mettre en avant leur succès passé, etc., etc. Et ça, cette conscientisation des biais inconscients, il faut la faire à la fois pour les hommes et pour les femmes, et a fortiori dans les métiers de technologie et d'ingénierie dans lesquels les femmes sont moins présentes. Merci. Et pourquoi la France, par exemple sur le numérique, la France est particulièrement, voilà, c'est un des métiers qui sont particulièrement à dominance masculine, alors que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Pourquoi, d'après vous, c'est en France plus particulièrement qu'ailleurs, il y a ces stéréotypes? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi on n'arrive pas à relever la barre comme ça? Alors, c'est quand même le cas, ce biais, il existe un peu partout dans le monde, mais tu as raison, c'est vrai que c'est plus présent en France qu'ailleurs. Moi, je suis très ami avec l'ambassadrice du Canada en France, que je connais bien, Isabelle Hudon, qui travaille beaucoup sur l'égalité femmes-hommes, qui a poussé notamment, dans le cadre du G7 canadien, cette cause, et mis en place un haut conseil pour l'égalité femmes-hommes au sein du G7. Elle me dit toujours, en France, vous êtes exceptionnel sur le droit des femmes, mais vous avez beaucoup, beaucoup à faire sur la place des femmes dans la société. Quand vous regardez l'indicateur de la Banque mondiale sur l'égalité femmes-hommes, qui mesure l'égalité, je dirais, objective, dans le cadre des lois qui promeuvent l'égalité femmes-hommes, je pense que la France est dans le top 3 de mémoire après deux pays scandinaves. Le droit des femmes est extrêmement protégé.
en France. Et je le disais tout à l'heure, depuis 82, le salaire d'un homme et d'une femme doit être le même. Mais la réalité, c'est que dans la place des femmes dans la société, dans tout ce qui est culturel, inconscient, informel, non objectif, là, on a beaucoup de progrès à faire. Alors évidemment, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Moins il y a de femmes dans une entreprise, moins il y a de femmes dans un secteur. Finalement, moins on a tendance à progresser. Et donc, c'est pour ça que toutes les lois qu'on a mises en place, et notamment celle de Marie-Pierre, qui, elle l'a répété, elle a bien fait de le faire, n'est pas encore votée, mais quand même, elle a été votée en Assemblée, et j'en profite vraiment pour à la fois remercier et féliciter Marie-Pierre pour le travail exceptionnel qu'elle a fait pour en arriver là. Ben, je pense qu'il faut que ces lois, poussent davantage, avec des mesures incitatives, avec des mesures quantitatives, les entreprises à faire le boulot. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question suivante. Face aux destructions d'emplois féminins, par exemple caissières de supermarché, comment instaurer une relance économique favorable à l'égalité femmes-hommes? Et cette question est pour Sophie Ibora. Merci Juliette. Probablement d'abord, je pense, en repensant collectivement l'ensemble de notre modèle économique, peut-être. On le voit bien, hein, qu'est-ce qu'attendent les Français après cette crise? C'est qu'on soit en capacité de repenser le modèle, plus responsable, plus inclusif, un modèle en somme qui, au lieu de creuser les inégalités, les réduise. Et les inégalités entre les femmes et les hommes en font partie, selon moi. Même le FMI le recommande, parce que, et ça a été évoqué tout à l'heure avec Isabelle, c'est que les inégalités coûtent de l'argent. Et donc les inégalités entre les femmes et les hommes coûtent aussi de l'argent. Donc une fois qu'on a dit ça et que tout le monde a l'air à peu près d'accord sur ça, qu'est-ce qu'on observe? D'abord, moi aussi, je voudrais féliciter et puis dire merci à Marie-Pierre, à Roland et puis à tous les députés de la majorité d'avoir porté ce texte, l'avoir fait voter à l'Assemblée nationale, et on attend avec impatience l'examen au Sénat. Bon, ben voilà, hein, typiquement, voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait le faire même avant la crise, mais il fallait le faire surtout après la crise. Donc, c'est effectivement quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Donc, bravo et merci. Ça, c'est au niveau national. Il y a aussi de bonnes choses qui sont faites au niveau européen. On a vu que avec le plan de relance post-Covid, Next Generation UE, qui vise à débloquer 800 milliards pour une Europe plus égalitaire, dont l'un des objectifs est d'ailleurs l'égalité femmes-hommes. Il y a même une résolution de février, je crois, qui invite la Commission à examiner la participation des femmes au marché du travail et à veiller à ce qu'elles participent de manière significative aux principaux organes décisionnels et à la conception des plans de relance. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Moi, j'y mettrais un bémol parce que, comme toujours, on a un petit peu de mal, nous, en tant que citoyens et citoyennes, à bien repérer des objectifs qui soient très concrets, à savoir, dans ces 800 milliards, quelle est la part qui va être consacrée à l'égalité. Donc, bon, ben, voilà, ça, c'est un vrai souci de cette distance toujours entre l'Europe et les citoyens. Voilà, bon, il y a quand même un autre bémol que je voudrais dire ici, on est entre nous, c'est que j'aurais aimé, franchement, que l'égalité entre les femmes et les hommes soit encore plus pris en compte dans le plan de relance. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait des dispositions, on a parlé dégâts conditionnalité tout à l'heure. Voilà, moi je regrette qu'on n'ait pas été plus loin avec ces propositions de plan de relance. Bon, jamais trop tard, mais je voulais le dire ici. Enfin, quelques pistes. Hein, on pourrait, par exemple, on sait qu'une société sur 4 est dirigée par une femme. On sait que 20% des cadres dirigeants que moins de 20% des cadres dirigeants sont des femmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, encourager les sociétés n'ayant pas ou peu souffert de la crise à investir dans d'autres sociétés qui sont soit détenues par des femmes, ou soit qui respectent
de façon brillante l'égalité pro, ça c'est une piste. On pourrait les inciter, par exemple, je pense que vous en parlerez tout à l'heure, mais par une réduction d'impôts. Donc voilà, celles qui investissent dans les TPE-PME qui sont viables et dirigées par des femmes pourraient bénéficier d'une réduction d'impôts. De la même manière que pour chacun, pour les particuliers, on a une disposition qui fait que le particulier, pour réduire une partie de ses impôts, peut investir dans les PME. Qui effectivement remplissent un certain nombre de critères, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas en grande difficulté après cette crise. Ben là aussi, moi, je pense qu'on pourrait peut-être déjà alléger un petit peu les critères et surtout rajouter un critère supplémentaire, toujours pareil, sur les boîtes qui sont tenues par les femmes ou en tout cas qui respectent l'égalité professionnelle. Donc, des choses à faire, il y en a plein. C'est une volonté politique. Moi, je crois que l'égalité entre les femmes et les hommes est tout aussi importante que les questions d'environnement. Les questions d'environnement ont été prises en compte. L'égalité, on peut mieux faire. Donc, il reste beaucoup de choses à faire encore. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, je note, hein, ça c'est important, je dis ça parce que nous avons une personne, Laurence Biava, qui note à chaque fois que vous faites une proposition ou que j'en fais une, elle l'écrit, elle la consigne pour qu'on puisse justement en faire la liste de toutes ces propositions durant tous ces webinars, parce que c'est aussi ce qui compte, c'est qu'on puisse être force de proposition. Donc moi, je trouve que tes propositions sont très intéressantes. Oui, alors pourquoi pas un incitant fiscal spécifique pour l'investissement dans les PME, TPE dirigées par des femmes. Moi, je trouverais ça intéressant et ça se relie peut-être à la question que je vais poser juste ensuite à Marie-Pierre Rixin. Alors, moi, ce que je constate aussi, c'est que je vais maintenant au supermarché, je vois que les caissières ne sont plus sur place et ce sont des vigiles qui se trouvent à côté des caisses automatiques qui ont été mises là. Alors moi, je me rappelle qu'il y a 2 jours, je suis allée au supermarché pour rapporter quelque chose et il n'y avait pas une seule femme dans les rayons. J'avais un produit féminin. J'ai dit, mais juste comme ça pour voir, je dis mais aujourd'hui il n'y a pas de femmes. Ah non, la direction a décidé que dorénavant c'est des caisses automatiques et il y a les vigiles. Je dis mais pourquoi? Parce que ce n'est pas des caissières qui n'ont pas été formées pour rester à côté de ces caisses. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se poser la question des destructions d'emplois et de tous ces métiers en première ligne qui vont être détruits au niveau de l'emploi. Donc, il faut former ces femmes, il faut qu'on trouve des solutions pour que ces femmes ne soient pas sacrifiées parce que voilà, il y a cette transformation numérique, on l'attendait, on la connaissait d'avance, on savait qu'elle arrivait, on ne sait pas, voilà, et c'est comme par hasard, dans l'urgence, ils ont mis de côté toutes les femmes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre du plan de relance avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes? De nombreuses destructions d'emplois. Apparemment, la majorité des personnes qui sont en train de perdre leur travail aujourd'hui, qui sont licenciées pour cause économique ou autre, selon Irène Tolleret, il y a plus de 70% qui seraient des femmes. Donc, ça veut dire quoi? La relance économique, attention à tous ces investissements qui sont faits dans des métiers à dominance masculine et il faut absolument faire quelque chose pour les métiers de la première ligne, les métiers du care. On ne peut pas continuer comme ça parce que ce sont des femmes, souvent avec enfants en plus. Tout ça, c'est voilà. Moi, j'espère qu'on arrivera à trouver des propositions concrètes d'ici la fin de ce webinaire pour faire, voilà, j'en ai noté déjà de très belles et il faut qu'on en trouve encore d'autres, alors que le public n'hésite pas à noter ses idées. Alors Marie-Pierre, je vais justement te poser la question suivante. Pourquoi et comment soutenir l'entrepreneuriat des femmes grâce au fonds de relance? Merci Juliette, mais malgré tout, si tu me permets, je voudrais quand même rebondir à ce que tu viens de dire. Oui, parce que je crois que c'est un point qui est majeur et c'est l'une de mes préoccupations. En fait, ce que tu évoques là, c'est un sujet aux multiples problématiques. Il y a d'abord la question de la mutation de l'emploi. Depuis que je suis élue, en tout cas depuis que je suis à la tête de la délégation droits des femmes,
On a de cesse de le dire chaque année. Il y a eu un rapport du Conseil d'orientation de l'emploi qui a été publié, je crois, fin 2017 ou début 2018, et qui montrait donc avant la crise du Covid les mutations de l'emploi féminin à venir. Et j'attire l'attention de tout le monde ici pour dire que la fin des travaux de la délégation sur la mission que nous menons actuellement va être centrée sur la mutation de l'emploi et des solutions à apporter à cette mutation de l'emploi. Et moi, je crois qu'il n'y a pas... moi, je suis toujours de nature optimiste, mais très vigilante. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle « Les figures de l'ombre » et qui parle notamment de ces femmes qui ont aidé les techniciens, les ingénieurs de la NASA à envoyer un homme sur la Lune. Et on voit dans ce film qu'à un moment donné, les calculatrices, elles sont confrontées à une mutation de l'emploi en raison de l'arrivée de l'ordinateur. Et au lieu de se dire, bon, on va devoir rentrer chez nous parce qu'on n'a plus besoin de calculatrices, elles ont compris qu'il y avait il allait y avoir un besoin supplémentaire. Et je crois que c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui, en effet, parfois ont des emplois peu qualifiés, par exemple les caissières, mais qui sont tout à fait à même de pouvoir exercer d'autres fonctions. Et dans le cadre du travail que j'ai pu mener sur la proposition de loi, j'ai notamment beaucoup échangé avec Sophie Vigier de l'école 42 et qui explique notamment qu'évidemment, la question, ou alors Social Builder, que vous devez connaître aussi, les chercheurs de Social Builder qui font un travail, hier, voilà, qui font un travail remarquable et qui explique qu'aujourd'hui, il y a un besoin de codage en France. Et finalement, les préalables au codage dans notre pays sont encore extrêmement stéréotypés, d'une part, et d'autre part, exigent un certain nombre de compétences qui n'ont pas lieu d'être. Ce qu'il faut, c'est évidemment avoir une appétence pour la question de l'informatique. Mais aujourd'hui, Sophie Vigier, comment elle a fait pour augmenter la part de femmes dans les piscines de 18 à 46%? Eh bien, elle a élargi le recrutement. D'abord en termes d'âge. Aujourd'hui, c'est 40 ans, ce qui fait que ça permet à des femmes entre 30, 35, 40 ans de pouvoir prétendre à rentrer à l'école 42. Et elle a également mené une collaboration avec Pôle emploi qui fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui, en effet, ne seraient pas le public premier qui serait destiné à École 42, qui peuvent être des femmes qui n'ont pas une formation préalable, qui peuvent venir de quartiers, par exemple, QPV, etc., mais qui souhaitent se former et devenir codeuses, et qui y parviennent. La seule difficulté que Sophie Vigier a vraiment pointé du doigt, c'est la garde des enfants. Et il y a effectivement un grand nombre de femmes qui ne peuvent pas rentrer à l'école 42 ou à des formations proposées par Pôle emploi parce qu'elles n'ont pas de solution pour la garde de leurs enfants. Alors, Pôle emploi, il faut le savoir, moi je l'ignorais, Pôle emploi met en place aujourd'hui des solutions de garde pour les femmes qui veulent, ou des hommes d'ailleurs, qui ont besoin de faire garder leurs enfants. Et ensuite, on doit trouver des solutions. Donc ça, c'est un sujet lié à la mutation de l'emploi. Ensuite, il y a la question de la crise. La crise va accélérer ce phénomène-là. Tu as raison, c'est inévitable. Et il faut qu'on soit à la hauteur des sacrifices qui ont été demandés à un certain nombre de femmes durant la crise. Je crois qu'il faut quand même que tout le monde ait en tête que lors du premier confinement, un certain nombre d'enfants ne voyaient pas leur maman de la journée. Parce que ces mamans étaient soit à l'hôpital, soit dans des supermarchés, soit dans des usines, soit elles empaquetaient. Donc, il faut qu'aujourd'hui, notre société réponde aussi au sacrifice qui a été celui de ces femmes et leur permette de trouver un certain nombre de solutions. Et pour rebondir donc sur ta question, moi, je ne crois pas que la solution, ce soit l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce que nous avons vraiment vu, notamment à travers les travaux de la Commission des affaires sociales dans le cadre de la préparation de la proposition de loi, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est souvent l'entrepreneuriat des femmes et pas l'entrepreneuriat féminin. J'insiste parce que l'entrepreneuriat féminin
On a toujours tendance à croire que c'est un entrepreneuriat qui s'adresse à des produits féminins ou qui serait un sous-entrepreneuriat. Non, c'est un entrepreneuriat qui est de même qualité, qui rapporte absolument les mêmes bénéfices que l'entrepreneuriat porté par des hommes. En revanche, ce qui est certain, c'est que les femmes qui parfois ont des difficultés à retrouver un emploi, soit en raison de leur âge, soit en raison de leur difficulté à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, se destinent davantage vers un entrepreneuriat où elles s'imaginent qu'elles pourront davantage concilier leur temps de vie ou trouver un emploi. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que l'entrepreneuriat en soi est extrêmement chronophage. C'est plus qu'un temps plein. Et on arrive comme ça à une précarisation d'un certain nombre de femmes qui, du coup, ont des difficultés pour cotiser, vont avoir des droits sociaux qui vont être affaiblis et on va avoir de fait des inégalités économiques entre les femmes et les hommes qui vont s'accroître au moment de la retraite, par exemple. Donc, l'entrepreneuriat féminin, moi, je plaide évidemment pour. Il y a un grand nombre de femmes aujourd'hui qui ont des idées formidables, qui peuvent développer des projets extraordinaires et qui ont envie, en plus, de vouloir de s'orienter vers l'entrepreneuriat. Mais il faut que chacune ait en tête que ça représente l'entrepreneuriat en soi. Et pour les femmes qui, en revanche, souhaiteraient davantage concilier leur temps professionnel et leur temps familial ou leur temps personnel, et qui aimeraient, pour d'autres, qui ont des difficultés de recrutement, là, en revanche, il faut qu'on interroge le fonctionnement de notre système économique et du fonctionnement des entreprises. Mais je crois que ça va être inévitable parce que les nouvelles générations, et je terminerai par là, moi je pense que cela, c'est moins un problème d'égalité femmes-hommes qu'un problème de génération. C'est comme pour la politique. On parle toujours, on a du mal à trouver des femmes en politique, mais en fait, c'est une question de génération. Les générations X, Y, aujourd'hui, veulent avoir du temps pour eux, pour elles, pour s'épanouir dans leur vie. Et donc, il faut que les entreprises, effectivement, réfléchissent à un nouveau, probablement, management, de manière à pouvoir faire en sorte qu'il y ait un épanouissement des uns et des autres à terme au sein des entreprises. Et donc, pour l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a effectivement des difficultés de financement, notamment pour des entreprises qui sont sur des gros investissements. Et donc, à travers la proposition de loi que l'on a votée, on a souhaité que les comités d'investissement soient davantage féminisés de manière à éviter un certain nombre de biais genrés et à faire en sorte également, notamment pour la Banque publique d'investissement, que la Banque publique d'investissement se fixe elle-même, parce que je ne crois pas que ce soit au législateur de le faire, se fixe elle-même un objectif d'un meilleur équilibre dans le financement entre les entreprises portées par des femmes, des entreprises mixtes et des entreprises portées par des hommes. Parce que c'est souhaitable, les données actuelles n'étant pas satisfaisantes. Voilà les différents points. J'ai été un petit peu long, mais ton intervention précédente appelait de ma part… Ah, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est un débat aussi, donc voilà. Après, c'est très intéressant ce que tu as dit pour BPI France. Je pense qu'effectivement, la question de ces fonds d'investissement, on a proposé plusieurs choses, notamment des indices boursiers, égalité, en tout cas des notations, des choses, mais dans le cadre d'une autre conférence. Donc, je pense qu'on listera toutes ces propositions et c'est très intéressant. Bon, on va passer au point numéro 3, c'est mettre fin à la discrimination et aux stéréotypes de genre dans les parcours professionnels. Donc, je vais poser les questions. Certaines ont déjà été abordées de façon incidente. Donc, vraiment, il faut soit ajouter quelque chose de nouveau, soit être vraiment extrêmement succinct pour qu'on puisse passer à la 4e partie et enfin aux questions du public. Donc, quelles actions pourraient être mises en place en faveur de la mixité des métiers? La question est pour Nathalie de Courcy. Oui, alors effectivement, Sophie et Roland en ont parlé. Je crois que pour favoriser la mixité des métiers, il faut s'y prendre dès l'enfance, d'abord dans l'éducation, dans l'orientation scolaire, ensuite dans l'orientation, la formation professionnelle et ensuite dans la gestion des carrières. Et c'est
précisément autour de ces 3 axes que travaille le Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'industrie, sous l'égide d'Agnès Pannier-Runacher et présidé par Sylvie Lair, et qui propose finalement des solutions, enfin en tout cas des actions très concrètes, depuis la lutte contre les stéréotypes dès l'enfance, avec notamment la charte pour la représentation mixte des jouets. Il est important aussi, et c'est des actions qui peuvent être mises en place, de faire connaître les carrières techniques et les métiers de l'industrie dès le plus jeune âge, et en tout cas dès le collège, avec peut-être une augmentation des stages de 3e pour découvrir différents métiers, avec des présentations par des rôles modèles. Et là, il y a un grand défi industriel qui a été lancé pour que 1000 femmes soient rendues visibles et en tout cas puissent devenir des ambassadrices, des rôles modèles auprès des jeunes filles, et puis facilite également le développement du mentorat ensuite. Donc ça, c'est des choses très concrètes qui peuvent être mises en place dès le plus jeune âge. Ensuite, il faut renforcer la visibilité de l'industrie. Je pense que c'est l'objet de la semaine de l'industrie notamment, mais également des forums de l'emploi. Et je voudrais souligner, on n'en a pas encore parlé, mais dans la loi effectivement de Marie-Pierre Rixain, il y a un volet sur un index d'égalité qui serait également applicable à l'enseignement supérieur. Donc c'est une façon de challenger les grandes écoles pour qu'elles attirent un maximum de jeunes filles, et notamment via ces forums d'emploi. Il y a toutes aussi des actions possibles sur le recrutement. Alors, on en a parlé, que dans les processus de recrutement, il y ait des candidatures féminines, ça va de soi, mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour sensibiliser les recruteurs. On a parlé des biais inconscients. Il y a également un guide des bonnes pratiques en entreprise qui a été mis au point par ce Conseil de la mixité et qui permet finalement une certaine émulation en tout cas, et se dire tiens, ailleurs on fait ça, une harmonisation en tout cas des pratiques par le haut, et ça je pense que c'est relativement intéressant. Et puis après il y a, et Marie-Pierre en a largement parlé, tout ce qui peut se faire au niveau de la gestion des carrières pour assurer une place aux femmes dans les instances de direction, pour développer le mentoring interne. Peut-être aussi supprimer le critère d'âge dans tout ce qui fait partie de la détection des talents en entreprise. Ça pourrait être intéressant. Et puis les sujets de la parentalité, on en a parlé aussi. Je pense qu'aujourd'hui la RSE prend tout son sens parce que effectivement les investisseurs comme les futurs employés vont s'intéresser également aux notes extra-financières des entreprises et à ce qu'elles peuvent proposer en termes de conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Comment améliorer l'accueil des femmes au sein des entreprises ou des secteurs d'activité à forte dominance masculine, bâtiments, numérique, etc. La question est pour Marie-Pierre Rixain. Donc la question de l'orientation, tu veux dire, de la formation? De l'amélioration, puisque en fait, il y a plusieurs femmes qui ont expliqué pourquoi elles étaient parties d'un certain nombre d'entreprises, parce qu'en gros, même parfois, il arrivait qu'il n'y ait même pas de toilettes pour femmes dans certains bâtiments. Bon, ça, c'est un exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment la question de l'accueil, de l'ambiance de travail, des choses comme ça. Écoute, je reprendrai l'exemple de l'école 42. Je n'ai pas d'action chez Xavier Niel, mais force est de constater que le travail mené par Sophie Vigier illustre parfaitement ce que tu décris là. Donc, quand elle est arrivée, effectivement, il n'y a pas de sanitaire pour les jeunes femmes. Et puis, le phénomène de ce qu'on appelle les tuyaux fuyants. Moi, j'ai été très marquée, en fait, lorsque je suis arrivée en tant que parlementaire et à la présidence de la délégation, où on me demandait de remettre des prix dans des écoles du numérique, etc., avec un discours chaque année qui était de dire « nous, on aimerait des femmes, mais on ne les trouve pas ». Donc, au bout d'un moment, moi, je leur ai posé la question en leur disant « mais peut-être que si vous ne les trouvez pas, c'est que peut-être d'abord, vous ne cherchez pas très bien, et qu'ensuite, il faudrait déjà garder celles que vous avez ». Or, en effet, dans un certain nombre d'écoles, d'entreprises, eh bien, le climat étant celui qu'il est, mais pour des raisons sociologiques, on sait très bien que lorsqu'il y a moins de 30% de femmes dans une société, dans une organisation, quelle qu'elle soit, il y a des phénomènes, par exemple, de sexisme qui peuvent s'instaurer. Donc, Sophie Vigier, elle a été très, très, très claire. D'abord, elle a lutté contre toute forme de sexisme. Elle n'a strictement rien laissé passer. Ensuite, elle a mis en place
un certain nombre de choses qui montraient aux jeunes femmes qu'elles avaient leur place à l'école 42. Donc, il pouvait y avoir des salles avec des murs noirs, mais il pouvait y avoir aussi des salles un peu plus sympas. Donc, ce n'était pas des salles pour les garçons et une salle pour les filles, mais juste pour dire que tout le monde devait avoir sa place là. Elle a fait en sorte qu'il y ait des lieux aussi agréables. Elle a mis des sèche-cheveux Dyson dans les toilettes des filles pour leur montrer qu'elles avaient leur place également et qu'elles étaient tout à fait légitimes à être à l'école 42. Elle a mis des protections hygiéniques dans les toilettes des jeunes femmes. Elle a créé des tea time une fois par semaine pour que chacune puisse exprimer ce qu'elle ressentait, comment ça se passait. Bref, plein de choses qui ont fait que les filles, elles se sentent tout aussi légitimes à être à l'école 42 qu'un garçon. Et puis après, elle a travaillé sur les codes couleurs, des différents tests, de l'ambiance aussi, des différents tests parce qu'il y a d'abord des tests en ligne pour l'école 42. Bref, elle a fait tout ça et ça fonctionne plutôt bien. Et donc, il faut aussi qu'en effet, toutes les écoles, et je vous donne un autre exemple, on parle toujours des écoles scientifiques et des écoles préparatoires, où effectivement, les jeunes femmes seraient moins nombreuses. Sauf que, par exemple, vous prenez des grandes classes préparatoires scientifiques parisiennes, la proportion de filles-garçons reçus, qui peuvent intégrer ces classes préparatoires en internat, est moindre pour les filles, parce que les filles étant moins nombreuses dans ces écoles au départ, moi je comprends, le chef d'établissement s'est dit, forcément on va mettre 30% de dortoirs filles et 70% de garçons. Sauf que lorsqu'il y a plus de filles qui veulent entrer en internat dans une grande école prépa, on leur dit c'est plus possible, il n'y a plus de lits. En fait, c'est des petites choses auxquelles effectivement, des petits détails, auxquels évidemment il faut réfléchir, parce que mis bout à bout, c'est ce qui fait que soit les jeunes femmes ne vont pas vers certains secteurs, soit elles en partent. Et tu as cité par exemple le BTP, où effectivement on a quand même des grands groupes du BTP où on a 0 femmes dans les COMEX et les CODIR. Moi, ce que je dis à ces entreprises-là, c'est que ces entreprises, aujourd'hui, la manière dont elles promeuvent les femmes et les hommes dans l'entreprise font qu'à un moment donné, probablement, ça ne correspond pas à une carrière portée par des femmes. Le ministère de la Défense a été confronté à ces difficultés, notamment dans le fait d'avoir des générales et des colonels. Ils ont revu la fourchette d'âge pour entrer à l'école de guerre et mécaniquement, il y a eu davantage de femmes colonels et mécaniquement davantage de femmes générales. Donc, dans le BTP, on sait très bien qu'aujourd'hui, pour avoir des gros postes à responsabilité, et moi, je ne remets pas en cause cela, il y a un certain nombre de cases à cocher. Par exemple, avoir surveillé des gros chantiers sur différents continents, etc. Peut-être que la fourchette d'âge où ces cases-là doivent être cochées n'est pas la bonne et qui fait que certaines femmes, à un moment donné, sont confrontées non pas à un plafond de verre, mais à un plafond de béton, parce que les modalités de promotion à l'intérieur de l'entreprise ne changent pas, malgré toute la bonne volonté de l'entreprise à vouloir féminiser ses équipes, ça je n'en doute pas. Mais le management à l'intérieur de l'entreprise fait que ça ne fonctionne plus. C'était adapté. On dit souvent que le monde économique est fait par des hommes pour des hommes. Et là, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui changent. Il faut que ce soit fait par des femmes, par des hommes, pour des femmes et pour des hommes. Merci beaucoup. Alors oui, moi je tiens à dire que je me souviens de la prépa Henri IV. L'internat n'était offert qu'aux garçons il y a quelques années. Donc, ils ont ouvert effectivement quelques places, mais il faut absolument réfléchir à ça, peut-être travailler effectivement avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, pour ces histoires d'internat, justement pour améliorer l'accueil. Il y a aussi des propositions qui ont été faites vers l'idée peut-être de créer des classes prépa, en tout cas des filières avec des quotas, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas un effet de sexisme trop important, parce que quand il y a moins de 10% ou 20% de femmes en général, ça peut poser des problèmes en termes d'accueil. Donc, peut-être des classes réservées avec au moins 50% de filles, voire que des filles. Ça, c'est des choses qui ont été proposées. Alors, on va passer à la question suivante. Juliette, pardon, oui. parce que je vais être très impolie, mais je tiens à le dire. On parle d'équilibre vie professionnelle, vie familiale.
et je suis vraiment, vraiment très attendue par mes enfants aujourd'hui. Donc, exceptionnellement, je vais devoir vous quitter. Mais je te remercie pour toute la dynamique que tu portes au sein d'Égalité, à la tête d'Égalité Ensemble, à tous les intervenants. Je salue tout le monde, mais aujourd'hui, pour une fois, je vais également faire passer ma petite famille en priorité. Voilà. Merci à De toute tous. façon, tu as bien répondu aux questions qui étaient suivantes. Je te remercie beaucoup d'être venu un dimanche et on te transmettra le reste. À bientôt. Au revoir. Alors, comment lutter contre le sexisme, voire le harcèlement sexuel au sein des entreprises? La question est pour Sophie Iborra. Merci Juliette. Alors c'est vrai que sur ces questions dans le monde du travail, il y a une grande tolérance sociale au sexisme en général, malgré les avancées en droit. Donc, c'est bien de rappeler, selon une enquête qui date de 2016, parce que depuis on n'en a plus d'autres, il y a plus de 60% des femmes qui considèrent qu'elles ont été régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions et même à des violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est un chiffre assez révélateur et c'est toujours mieux en le rappelant. Moi, je crois que là aussi, il y a une source à tout ça. La source de ce sexisme et de ces violences, elle se trouve aussi à l'université, elle se trouve dans les écoles. On en a parlé tout à l'heure, dans les grandes écoles notamment. On a vu ce qui s'est passé à Sciences Po dernièrement. Donc, je crois qu'il y a des mesures urgentes à prendre dans ces établissements et au sein de l'université publique. Je ne sais pas, comme par exemple la création de missions égalité dans les universités, justement, la promotion et le rappel systématique des obligations légales, des procédures disciplinaires, des enquêtes internes, etc. Donc, tolérance zéro, je crois que là, il faut faire le max parce que ce sont les entrepreneurs de demain et ce sont aussi les salariés de demain. Et donc, là, il y a un gros boulot à faire là aussi en amont, dans l'entreprise. Dans l'entreprise, moi, je pense qu'il faut intégrer le thème des violences sexistes et sexuelles dans la négociation collective obligatoire sur l'égalité pro, renforcer les exigences en matière d'évaluation, de formation et puis de transparence aussi, notamment sur le nombre et la nature des sanctions prises par l'employeur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans les entreprises, c'est encore un sujet qui est tabou, on n'ose pas en parler, ni celles qui en sont victimes, ni le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, c'est toujours un peu nébuleux, etc. Donc, il faut que ça s'ouvre, il faut que les choses puissent être dites et donc, il y a un gros effort de communication de la part des entreprises sur ces sujets. Ensuite, on dit toujours, pour bien être efficace, il faut savoir mesurer. On n'a pas, conséquence de cette omerta un peu, on n'a pas vraiment de data sur ce problème dans l'entreprise. Donc, il faut là aussi qu'on puisse lancer une vraie enquête très précise pour voir ce qui se passe concrètement dans les entreprises. Ensuite, il y a aussi peut-être la promotion de la notion d'outrage sexiste, qui a été fait, vous le savez, par Marlène Schiappa. On a beaucoup parlé de l'outrage sexiste, du harcèlement de rue, mais ce qu'on sait moins, c'est que cet outrage sexiste, il peut être pris en compte dans la sphère privée et donc aussi dans le milieu du travail. Donc ça aussi, c'est un outil qu'à mon sens, on n'utilise pas, ou en tout cas, on n'a pas le réflexe d'utiliser. Il faut, je pense, en faire la promotion. Terminer en vous disant qu'en janvier, avec la loi pour la liberté de choisir son avenir pro, on a inscrit une obligation de nommer 2 référents égalité par entreprise. Les entreprises de plus de 250 salariés, donc il y a un référent employeur, un référent élu du personnel. Au HCE, on a beaucoup travaillé sur cette question, on a auditionné beaucoup de ces référents et on s'est aperçu quand même qu'il y avait un manque de moyens accordés à ces référents. Donc, avoir des référents, c'est bien, mais leur donner de quoi être efficace, c'est mieux. On a des manquements au niveau de leur formation. Il est essentiel que ces personnes soient très bien formées pour pouvoir agir concrètement, en fait.
Dernier point, puisque je sais qu'il faut être rapide, et moi je suis bien placée pour le savoir puisque je suis VP à la CPME nationale. Il faut, s'il vous plaît, que les organisations syndicales, les organisations patronales, les organisations professionnelles s'emparent de ces questions. Elles ont un rôle majeur de sensibilisation, d'accompagnement, notamment sur les plus petites entreprises qui manquent d'informations, malgré l'effort qui est fait notamment avec ce guide des bonnes pratiques pour les PME sur l'égalité pro qui aborde ce sujet sur ce volume des violences sexistes et sexuelles, mais on a tous collectivement évidemment un rôle à jouer. Donc, plus de data, plus de transparence, plus de sanctions aujourd'hui et plus d'informations. Voilà, je crois que c'est tout ça qu'il faut mettre en Merci branle. beaucoup. Moi, j'avais pensé, après, ça fait quand même quelques années que j'ai quitté le monde de l'entreprise et que je suis dans la fonction publique en tant qu'enseignante. Mais c'est vrai que je trouve que ce qui est fait actuellement avec l'affichage du 3919 dans certaines institutions, ben, c'est très bien. Ce serait bien éventuellement d'envisager l'affichage d'une charte de l'égalité. Il y a la charte de la laïcité, il y a plein de choses qu'on affiche. Pourquoi pas quelque chose sur l'égalité, y compris voilà, cette notion d'égalité au travail et notamment de cette lutte contre le sexisme. Pourquoi ne pas faire afficher tout ça dans chaque entreprise, dans chaque lieu d'enseignement, adapté aussi bien sûr à l'âge du public. Et voilà, donc ça c'est une proposition que je lance comme ça au passage et tu m'as donné l'idée en parlant. Donc, je vous propose qu'on passe directement au point 4 afin de respecter l'horaire vu qu'on a pas mal abordé les points qui étaient prévus dans les questions suivantes. Comme ça, on va directement passer. Donc, on ne fera que 2 questions. La première, c'est mettre en place des impôts et des dépenses publiques favorisant l'égalité femmes-hommes tout au long de la vie. Alors, la première question est pour Isabelle Pélisson. Alors, je suis désolée, il faudra tenir en 2 minutes du coup pour répondre aux questions qui arrivent. Donc, les impôts et les retraites sont-ils justes avec les femmes? Il faut brancher le micro. Désolée, alors les personnes C'est bon. maintenant, C'est ça bon. sera à 2 minutes, désolée, y compris. Par contre, est-ce que tu peux me redonner la question? Elle ne correspond pas à celle que tu m'avais envoyée, je crois. Les impôts et les retraites sont-ils justes avec les femmes? Est-ce que c'était celle-là? Voilà, c'est celle-ci, c'est bon. Oui, oui, c'est celle-là. Très bien, pardon, j'avais entendu une autre. Alors, les impôts, les retraites sont-ils justes avec les femmes? Pour les retraites, on l'a évoqué tout à l'heure. Si au cours de la vie active, l'écart de rémunération est de 23%, dont 9% ne sont même pas explicables par des différences de carrière qui pourraient peut-être être imputées à la maternité, force est de constater qu'arrivé à l'âge de la retraite, l'écart, il atteint 42%. Donc, on ne peut pas parler de justice. C'est totalement impossible de dire qu'on est juste parce que 42%, c'est juste une énormité. Donc non, bien sûr, ce n'est pas juste. En matière d'impôt, l'impôt sur le revenu, c'est un système d'impôt progressif que nous avons en France. Donc du coup, si les femmes gagnent moins, effectivement, elles vont être moins taxées dans cette première façade. Mais ce n'est qu'une partie de l'impôt, puisque ça, c'est la taxation directe. On a aussi tout ce qui va être le reste de la taxation, par exemple la TVA. Donc, certains produits, il a fallu se battre assez longuement sur les produits d'hygiène féminine, par exemple, pour obtenir des taux qui soient quand même plus avantageux et qui les pénalisent moins, les femmes. On a également toute cette pression, cette injonction à acheter certains produits, à correspondre à une norme sociale. Tout ça, c'est de l'argent en moins pour les femmes, c'est du temps qu'elles investissent sur de l'apparence et des choses parfois factices, mais c'est aussi la TVA. Donc, il faut aussi bien penser qu'on a un impôt qui est collecté, qui rentre un peu dans cette taxe rose, comme on l'appelle aussi, de produits qui sont parfois plus chers pour les femmes que pour les hommes. Et puis également, il y a un point, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'il y a un écart aussi dans les patrimoines des hommes et des femmes, des écarts qui sont liés bien sûr au fait que les femmes gagnent moins que les hommes, donc elles ont forcément un patrimoine un peu moindre, mais également au niveau des successions ou des partages, eh bien, on a souvent des arrangements, des bricolages pour réussir à faire que les choses puissent se partager. Et il y a parfois des variables d'ajustement qui se font, paraît-il, un peu plus au détriment des femmes que des hommes, notamment quand on évalue des biens immobiliers, par exemple, eh bien, les notaires
vont évaluer d'une certaine façon pour essayer de faire en sorte que les masses soient équilibrées d'un côté ou de l'autre, que ce soit les successions ou les autres formes de partage. Donc, on a à chaque fois un patrimoine qui va se répartir d'une certaine façon et qui contient quand même des éléments stéréotypés, avec un partage qui n'est pas le même pour les femmes et pour les hommes. Donc, comme la fiscalité n'est pas la même, par exemple, sur les produits financiers, qu'elle ne peut l'être sur des produits immobiliers ou d'autres, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas la même fiscalité qui va s'appliquer aussi sur les hommes et les femmes à travers ça. Bah, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de mesure exacte qui soit faite, et peut-être on va envoyer justement sur cette question de tout ce qui peut être la mesure derrière. Dans le genre du capital, justement, l'économiste, je crois que c'est Séverine Lemierre, explique qu'il y a surtout les biens productifs sont transmis aux garçons et ce sont des biens de compensation qui sont transmis aux filles. Or, les biens productifs, ils sont valorisés, mais ils vont continuer à faire gagner de l'argent, alors que les biens de compensation, ben souvent, non, ils sont beaucoup moins productifs à terme. Ça, c'est une chose. Ensuite, autre point qu'il faut examiner, c'est la question des crédits d'impôt. Il y a énormément de crédits d'impôt pour le soutien aux entreprises et tout ça, et on a un grand problème, à mon sens, avec les crédits d'impôt, notamment pour la garde d'enfants. Il y a le crédit d'impôt pour la garde d'enfants s'arrête à 6 ans, sachant que, désolé, un enfant de 7 ans ne se garde pas tout seul, un enfant de 8 ans ne se garde pas tout seul. On reproche même aux enfants de 12 ans ou 13 ans de traîner dans la rue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'il faut aussi mesurer à qui bénéficient le plus ces crédits d'impôt. Est-ce aux activités qui arrangent, entre guillemets, on va dire, les hommes ou les femmes? Ce serait important aussi de le savoir, ça. Donc, il est très important de faire ce calcul-là. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'en termes d'égalité femmes-hommes, si déjà le crédit d'impôt sur la garde d'enfants pouvait être augmenté jusqu'à 12 ans, voire 13 ans, ce serait une mesure extrêmement impactante pour la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et c'est une mesure que l'on a défendue dans le cadre d'égalité ensemble dans notre premier rapport de juillet, et surtout dans le cadre aussi de reconstruire ensemble lorsque l'association n'existait pas encore. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais poser la question donc à Roland sur la fonction publique. L'État et ses agences sont parfois aussi employeurs. Comment favoriser l'égalité femmes-hommes dans le secteur public? Peut-on réformer les concours de la haute fonction publique en ce sens? Moi, je te propose, Roland, de te focaliser plus sur la notion de concours, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de la notion, voilà, des carrières. Voilà, si c'était possible que ce soit sur les concours, le recrutement, tout ça, la promotion, si tu as quelque chose à dire là-dessus, et ce sera la dernière question. Merci. Et comme Marie-Pierre, je dois filer, non pas parce que mes enfants vont me fêter la fête des mères, mais parce que moi, je dois fêter celle de la mienne qui m'attend. Non, mais tu l'as dit, on a dit beaucoup de choses sur les entreprises. Il n'y a pas de raison que l'État ne soit pas exemplaire en tant qu'employeur. L'État est aussi actionnaire, donc ça on ne l'a pas assez dit. Je pense qu'à l'APE, à la science des participations d'État, le fait que l'État soit au capital de l'entreprise doit lui permettre d'influencer les entreprises pour promouvoir des comportements plus vertueux du côté de l'égalité femmes-hommes. Puis la BPI, donc l'État est aussi prêteur et investisseur, et ça, Marie-Pierre a dit, on a travaillé là-dessus. Sur le recrutement, les promotions, les concours, moi je reste évidemment convaincu qu'il y a des biais. À ce stade, je ne suis pas pour les quotas que tu mentionnais tout à l'heure, même si il faut reconnaître que s'il y a 20 ans, on m'avait dit est-ce qu'il faut des quotas dans les conseils d'administration, j'aurais dit non. Puis finalement, on en a voté, on voit que ça a eu l'impact. S'il y a 10 ans, on m'avait dit est-ce qu'il faut des quotas dans les cadres dirigeants, j'aurais dit non. Et puis finalement, j'ai changé d'avis, on les a votés et je pense que ça va avoir un impact. Donc le nom de principe sur les quotas doit toujours se heurter à la réalité, notamment la réalité des résultats. C'est-à-dire que quand le reste échoue, il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut surtout questionner à la fois, vous l'avez dit, les conditions d'éducation, d'enseignement. Est-ce que l'école est aussi inclusive? Les grandes écoles, les prépas, comme vous l'avez dit, sont aussi inclusives. S'il n'y a pas d'internat pour les filles, évidemment, c'est un désavantage énorme pour des jeunes filles, notamment de province, qui voudraient, comme tu l'as dit tout à l'heure, aller à Henri IV. Est-ce que les concours eux-mêmes font l'objet de biais inconscients?
le type de sujets qui sont étudiés, le type d'épreuves qui sont mises en avant, la manière dont les sujets sont posés. On sait bien que dans toutes ces histoires-là, il peut y avoir des biais inconscients qui se logent. Donc, on a mis en place un renforcement de la politique des gouvernances de gouvernance entre l'égalité femmes-hommes. On a mis en place des référents égalité femmes-hommes dans l'ensemble des administrations. Ça, c'est leur job. C'est leur job, comme nous, on avait mis en place des politiques dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, de diffuser ces bonnes pratiques de manière à ce que les biais inconscients diminuent. Je m'arrête là parce que ma maman m'attend. D'accord. Merci beaucoup. De toute façon, on va s'arrêter là, globalement. Donc, je vais vous faire le au revoir global. Je suis désolée pour toutes les questions qui n'ont pas été posées. Alors, pour synthétiser, il y a beaucoup de propositions qui sont faites sur l'index Pénicaud. Il y en a un certain nombre, voilà, beaucoup de remarques sur les prix pour les femmes en sciences, ce type de choses qui pourraient promouvoir. On fera aussi un certain nombre de propositions supplémentaires éventuellement sur les concours de la fonction publique. Peut-être qu'on organisera autre chose spécifiquement là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je remercie toutes les participantes et les participants qui ont écouté ce webinaire. Je remercie beaucoup Roland Lescure d'être resté jusqu'au bout. Sophie Bora aussi, merci beaucoup. Isabelle Pélisson, Nathalie de Courcy. Merci à Marie-Pierre Rixin. Je vous préviendrai bien sûr quand cette vidéo sera en ligne. On aura l'occasion d'échanger. Il y a d'autres voies, voilà, d'échanges par mail, courrier. Donc, on pourra travailler sur ces sujets. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à tout à l'heure à 14h pour Égalité et Politique. Et n'oubliez pas de voter pour Égalité Ensemble dans le cadre du festival Génération Égalité Voice. Comme ça, on pourra remettre nos propositions à Paris. Merci beaucoup. Merci Juliette. Merci Au revoir. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.